Dimanche 23 janvier 2022, il sonne exactement 14h30 à Djougou au Bénin, 13h30 à Matiatom dans la Bina au Togo et à Soudou dans la Solé. Nous sommes toujours au Togo. Bienvenue à la messe de ce jour. Une seule messe, l'officiant de la messe anti-Covid-19 n'est pas arrivé. Le mal étant toujours là, continuons, mesdames et messieurs, par observer les mesures barrières et faisons-nous surtout vacciner. Ceci dit, nous entamons directement la seule messe autour d'un évangile à 5 chapitres, l'évangile selon saint Éric, à savoir la taxe d'habitation via la CET, Compagnie Énergie Électrique du Togo, la sécurité routière avec une nouvelle mesure en téléchargement pour limiter les décès liés aux accidents, le phénomène de braquage qui refait surface, l'ouverture des travaux du cadre permanent de concertation des acteurs politiques et le tandem CEDEAO-Mali. Tout ça à décortiquer avec Germain Pouli à droite. Il est le directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain et bienvenue. Merci, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci donc de nous suivre, merci pour surtout l'invitation. À gauche, en tout blanc habillé à la manière d'un prêtre burkinabé, Maglar Teko Kwendi, rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, à qui également je vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter une cordiale bienvenue. Merci, bonjour à toi, cher confrère Eric. Bonjour également au confrère Germain. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la deuxième actuellement branchés pour nous suivre. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Moi, c'est Eric, le prince héritier de Pagouda. Je suis techniquement servi par Ibrahim Mati, mon fidèle compagnon dans cette émission. Et de l'autre côté, c'est le chef Lago Emmanuel qui prend la reine de la mise en orbite. Je leur souhaite une bonne santé et surtout, je leur dis merci pour leur disponibilité à moi. Et puis, comme c'est la première fois qu'on se croise cette année 2022 et comme la tradition le recommande, bonne et heureuse année à vous, Germain Pouli et Maglar Teko. Bonne et heureuse année à vous, merci. À votre famille et surtout à vos collaborateurs. Merci beaucoup, bonne et heureuse année à vous, TV2, à la direction générale, à tout le personnel, à vous-même Eric, et aux téléspectateurs de la Une. Donc après, nous pensons à nos lecteurs aussi au niveau de Togo Réveil, ceux-là qui nous suivent de près, qui nous motivent, et puis nos partenaires qui sont assez rares, grâce à qui nous tenons, et surtout à notre personnel qui travaille dans des conditions assez difficiles, mais qui garde quand même la motivation. Je profite vraiment pour leur souhaiter une bonne année. J'espère que les choses iront beaucoup mieux cette année. En tout cas, on travaille à ce que ça s'améliore. Nous l'espérons, Maglar, une année sans maladie, avec ANS, sans maladie, sans accident, pleine de bonheur, de prospérité, de paix et de que sais-je encore, et surtout que cette année puisse vous offrir la femme de votre rêve. Décidément, je vous réserve donc la belle surprise pour cette année. Comme Germain l'a dit, nous également au niveau de la rédaction du journal Flambeau des démocrates, nous souhaitons une fructueuse année et à tous nos fidèles lecteurs, aux abonnés. Surtout, nous lançons un appel assez pressant, n'est-ce pas, aux annonceurs d'affluer vers nous, de mieux nous accompagner pour pouvoir bien servir encore comme nous savons le faire
la nation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un ensemble de tout, chacun fait sa part, nous faisons également notre job, mais lorsque nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir travailler, je ne crois pas que l'objectif escompté pourrait être atteint. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir que les partenaires nous accompagnent au mieux pour pouvoir servir de l'information, la vraie et utile. Je me joins à vous pour lancer la même prière à l'endroit de cette émission qui, depuis 2006, cherche derrière elle quelqu'un pour la soutenir et ne trouve pas. Je voudrais qu'au cours de cette année 2022, une bonne volonté, pourquoi pas de bonne volonté, si vraiment ils aiment leur émission, puisse l'aider à prospérer. Une émission, une chaîne de radio, de télévision, un organe de presse ne peut pas vivre sans annonceurs. Alors, un appel est lancé dans ce sens pour cette émission en particulier et la télévision deuxième en général. Évidemment, si vous le permettez, Eric, oui. Vous savez, chez nous ici, que ce soit les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs semblent être assez rigoureux envers nous, professionnels de la communication, professionnels des médias, mais en réalité, on fait de notre mieux, mais encore, on fera encore plus si on a les moyens conséquents pour pouvoir faire un bon job. Comme je l'ai dit, je vous rejoins parfaitement lorsque vous vous plaignez que ça fait un bon bout de temps que cette émission n'a pas de sponsors. Ailleurs, c'est des sponsors qui se bousculent au portillon justement de la télévision deuxième pour pouvoir faire leur image et avec les retombées positives qu'on connaît en matière de communication, de médias. Je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'on puisse aller également à cette école chez nous au Togo, parce que plus on veut de nous, mais également plus on doit nous supporter, nous accompagner pour être au mieux à leur service. Oui, Germain, ça devient un sujet intéressant. On a comme l'impression à écouter les uns et les autres. Je ne suis pas le seul à me plaindre, Magloire non plus. Vous aussi peut-être, même si je vois votre journal bien garni avec des annonces, mais je pense que le problème de sponsor, la question de sponsor et de soutien de la presse par les sociétés est un sérieux problème au Togo. Non, je pense que j'ai commencé même avant vous. Quand j'ai dit que mes collaborateurs travaillaient dans des conditions difficiles, tout à fait. Ça veut tout dire. Vous savez, par moment, nous avons des partenaires, mais ils sont un peu rares. Et puis, nous faisons aussi dans le bénévolat, nous soutenons assez les producteurs locaux. Donc, vous verrez leur publicité dans notre journal. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des retombées en retour, mais nous espérons que ces producteurs-là aussi auront les moyens. Avec le temps pour annoncer effectivement nous payer, donc c'est ce qu'il faut. Et maintenant, vous l'avez dit, c'est un problème général. Et nous avons l'aide de l'État à la presse qui n'est pas assez conséquente et substantielle. On remercie déjà ça, mais pensons que le gouvernement peut faire mieux. Et encore mieux. Je le dis toujours, ça fait 2 ou 3 ans que je le dis. En face, nous avons un fonds d'aide à la culture qui est énorme, qui est à 300 millions et plus. Et en face, il y a la presse qui fait pratiquement le même boulot, qui n'a même pas la moitié de ce que les artistes et les promoteurs ont. Donc, je pense que c'est peut-être une question de volonté. C'est vrai qu'il y a eu un ministre, Madame Anate Kouméano, qui a beaucoup bataillé pour la création de ce fonds-là, qui a été bien garni d'ailleurs, et on espère que notre ministre aussi va se battre pour nous obtenir cette augmentation, malgré ce qu'on nous reproche en termes de qualité de travail. Et Magloire l'a si bien dit, on le fait avec le moyen de bord, sauf que les gens n'ont aucune idée des conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est vrai que ce n'est pas leur affaire, parce qu'on vous dira, mais on ne s'oblige pas à faire ce travail, mais c'est assez difficile, c'est vraiment difficile. Maintenant, par l'État, il y a les annonceurs qui se font rares. Ils aussi nous reprochent beaucoup de choses et certains n'ont pas envie d'associer leur image à ce que nous faisons. Mais nous sommes dans un même cercle et nous pensons véritablement que ce que nous faisons
peut contribuer aussi au développement des entreprises et des initiatives économiques dans notre pays. Et donc, il serait un peu dommage que les entreprises installées au Togo ne se retournent pas souvent vers la presse pour accompagner leur croissance. Devraient, à partir de cette année, commencer un peu plus. Et donc, on a une idée un peu des sociétés qui annoncent elles-mêmes, qui annoncent dans presque tous les journaux. Et il y a aussi un partenaire de choix qui nous a manqué depuis 2 ans, c'est la foire Togo, la foire internationale de Lomé, qui est l'un des plus gros annonceurs de la presse, parce que cette foire-là, c'est celle-là qui a plus de partenaires médias au Togo qu'une société. Mais malheureusement... Et donc, depuis 2 ans, il y a ça. Le Covid-19 est venu sceller. On va gagner, on espère que ça va reprendre. Après, la tendance est générale. Et il faut vraiment que nous arrivions à une pure presse viable. Nous avons la liberté d'expression aujourd'hui, mais économiquement, nous sommes assez faibles que les uns et les autres. C'est vrai que nous aussi, on nous reproche notre manque de professionnalisme. On va s'atteler aussi à rectifier. Moi, je crois que les annonces pourraient aussi contribuer à rendre la presse plus professionnelle, parce qu'il faut former les journalistes, il faut les rendre dans les conditions meilleures de travail pour qu'ils ne soient pas captivés par les uns et les autres. Je crois que c'est un vase communicant et nous espérons, comme je leur disais, que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Je pense que 2022 va nous apporter quelque chose. Dans certains médias, il y a des arriérés de salaire pour les collaborateurs. Ailleurs, même les salaires ne tombent pas. Et vous savez, nous aussi, pendant cette pandémie, on a beaucoup fait. Peut-être qu'il faut aussi que l'État regarde de près comment soutenir la presse. Parce qu'il y a eu un manque à gagner. Les programmes ont été vraiment... C'est vraiment chaud au moment où l'État pense avec le secteur privé à relancer l'économie. Il faudra aussi penser à relancer la presse togolaise, parce qu'une nation sans presse aussi, c'est quelque chose qui manque. Et puis on a vu un peu notre rôle, tout à l'heure vous annonciez, attendre une personne ressource de la coordination pour parler de cette pandémie. On sait tout le rôle que la presse a joué et pendant ces 2 années de crise sanitaire-là. C'est une presse très affaiblie qui va sortir progressivement de cette pandémie-là. Il faut que l'État, les partenaires, les sociétés, les entrepreneurs, les mécènes aussi, pourquoi pas, pensent vraiment accompagner la presse togolaise. D'accord. Magolar, vous voulez ajouter un mot, sinon... Oui, je crois qu'on a déjà dit l'essentiel, mais ce qu'il faut encore relever, c'est que, bon, généralement, il y a 2 types d'annonceurs. Il y a les annonceurs publics, on va le dire ainsi, composés des institutions de la République, des établissements parapublics ou privés, enfin, parapublics, et carrément des annonceurs privés. Et généralement, le mal qui gangrène un peu notre société, il faut le dire, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, comme l'occasion se présente. Je crois que c'est le moment à jamais également de soulever cet aspect-là. C'est que il y a une, on va dire, une situation qui est en cours, c'est que au niveau des annonceurs publics, par exemple, on a tendance, n'est-ce pas, le peu de marché qui s'offre, on n'a pas tendance à redistribuer cela de façon équitable afin que tout le monde puisse avoir ne serait-ce qu'une infime partie, peu importe sa ligne éditoriale. Au même moment, au niveau des annonceurs privés, c'est que oui, par rapport aux lignes éditoriales de chaque organe, les annonceurs privés ont généralement peur, n'est-ce pas, d'accompagner ceux qui s'avèrent un peu critiques vis-à-vis du pouvoir. Alors ils sont bien suivis, ils sont critiques, mais ils sont suivis. Oui, en réalité, moi je dis, on ne devrait pas, n'est-ce pas, penser à cet aspect de la chose. Malheureusement, c'est une situation qui a cours. Mais comme je l'ai dit, je crois que l'année 2022 qui vient de démarrer, ça doit nous amener à nous inscrire carrément à une autre école, de faire une presse au service, n'est-ce pas, de la nation. Qu'on soit critique ou pas, le plus important, c'est que moi, je le dis, même
critiques ont contribué au développement Oui. du pays, qu'on ne conçoit pas forcément la presse critique ou les critiques comme ceux qui rament à contre-courant ou qui ne veulent pas, n'est-ce pas, le bonheur du pays ou le bien de ceux qui sont, n'est-ce pas, dans l'appareil de gouvernance du pays. Le plus important, c'est que des critiques, on attire des leçons pour, en tout cas, améliorer ce qui peut encore l'être. Justement, c'est le fond même de la pensée humaine, la critique. Comme le disait, c'est bien Antoine de Saint-Exupéry, lorsque ou quand tu es différent de moi, quand tu es plus fort que moi, loin de moi, loin de me léser, tu m'enrichis davantage. Je crois que c'est la critique qui fait construire une nation. Alors, à présent, la messe proprement dite, la loi de finances, exercice 2022, a fait l'objet de réunions et il en ressort que la taxe d'habitation que chaque citoyen devrait verser sera annexée désormais à la facture d'électricité. En tout cas, la nouvelle a fait le chou gras de la presse, dont voici les commentaires. La taxe d'habitation sera désormais perçue via les factures CET. Apprend-on de Écho du pays. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers sa régie financière OTR, spécialisée dans la mobilisation des ressources. C'est l'un des résultats de la revue par l'Assemblée nationale de la loi des finances, exercice 2022, comme le précise Togo Matin. La mesure a été présentée à la presse le mercredi 18 janvier 2022, ajoute Dunia Le Monde. Occasion pour l'Office togolais des recettes de présenter des innovations apportées à cette loi. Renchérit Ouara les vainqueurs. Des retouches sur le Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, les réformes concernant le renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'allègement de la charge fiscale, les simplifications des procédures fiscales et les ajustements techniques. Voilà ce qui va changer selon le libéral. Toutes ces innovations ont été passées au peigne fin à la presse par le commissaire Philippe Tchaudier, indique le messager. Et il paraît que cette taxe d'habitation est devenue une condition pour l'obtention de toute pièce administrative et se présentera sous forme d'acompte indexé à la facture d'électricité. Autre précision rapportée par l'Union. Imposition de taxes tous azimuts, misère et pauvreté, dégradation constante du pouvoir d'achat, c'est le tableau sombre que présente le Togo de Fort Gnassingbé selon le triangle des enjeux. Le ministre Yark assainit la police et la gendarmerie. Métécob et l'OTR forment des patrons de presse sur les conséquences du blanchiment d'argent. À Palimé, nos économies sont criminalisées. Voilà la grande parenthèse que la dépêche ouvre sur le combat tous azimuts contre la corruption. Voilà. Germain, une taxe d'habitation, c'est quoi pour le Togolais lambda à la Sala ou quelque part dans une ferme de Sombou, par exemple? Bon, la taxe d'habitation, c'est cet impôt-là que vous payez quand vous habitez une maison, on va dire simplement. Vous louez une maison, vous habitez une maison, vous allez payer. Et c'est une taxe qui ne rentre pas généralement dans les caisses de l'État, comme les autres impôts, mais c'est une taxe qui est directement reversée aux collectivités locales, c'est-à-dire les mairies. Donc vous savez que depuis 3 ans maintenant, on a élu des maires. Il y a 117 communes au Togo. Et ces communes-là ont besoin d'argent donc, pour travailler et se mettre entièrement au service des populations qui
qui ont élu ces conseils municipaux-là. Et ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est une taxe qui existait. Elle était payée par ceux qui étaient connus des services de l'OTR habituellement. Et aujourd'hui, l'État et l'OTR ont pensé trouver un moyen pour qu'une bonne majorité des citoyens paient cette taxe-là que l'OTR va collecter maintenant auprès de la CET et reverser entièrement aux collectivités locales. C'est une taxe qui vient aider les maires, les élus locaux à avoir les moyens pour travailler. Donc ce n'est pas une nouvelle taxe. Moi par exemple, j'avais l'habitude de la payer. Quand j'allais payer mes impôts, on l'annexait aux factures. Et donc aujourd'hui, comme c'est une taxe difficile à percevoir parce que les citoyens eux-mêmes ne vont pas la payer, et donc l'État et l'OTR ont pensé l'annexer à la facture de l'électricité dans des conditions qui ne sont pas totalement fixées et qui ne seront par le ministre des Finances. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette taxe. Annexer à la CET, Magloire, nous ne sommes pas tous servis par la CET, ou nous ne dépendons pas tous. Nos habitants ne sont pas toutes ou tous connectés à la CET. Alors, cela voudrait dire que seuls ceux qui sont servis ou sont connectés à la CET vont payer cette taxe. Quelles sont les explications supplémentaires qu'on pourrait avoir puisque vous étiez à la conférence? Oui, j'y étais, mais je crois que la question avait été posée à l'administration de l'OTR qui a annoncé donc dans les prochains jours une ordonnance du gouvernement qui va réglementer comment ça va se faire. Maintenant, on attend tous comment ça va se faire. J'en sais pas grand-chose pour le moment. Mais ce que je sais, pour répondre un peu à la question que vous avez posée à Germain, oui, la taxe d'habitation, c'est comme tout impôt qui s'impose donc de fait à tout citoyen parce que au-delà de tout, c'est un devoir citoyen de payer les impôts. Mais la particularité également, c'est que la taxe d'habitation est spécialement dédiée, n'est-ce pas, aux communes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, on va le dire ainsi, le Togo est de plein pied, n'est-ce pas, dans la décentralisation, dans la politique de décentralisation. Et il faut vraiment des moyens, n'est-ce pas, pour permettre aux communes de dérouler leurs projets de développement. Beaucoup s'en plaignent parce que les moyens ne sont pas assez suffisants, beaucoup n'en ont même pas. Ceux qui arrivent à s'en sortir un peu, c'est un peu ce qu'on appelle les communes rurales, enfin les communes urbaines, anciennement qu'on appelait délégations spéciales. Parce que à ce niveau, il y a déjà, n'est-ce pas, les prérequis pour pouvoir renflouer les caisses des communes. Mais avec la nouvelle décentralisation, on va le dire ainsi, il y a de nouvelles communes qui ont été créées, surtout des communes rurales, qui n'ont pratiquement rien du tout. Rien du tout. Et il faut des moyens pour leur permettre de vivre, d'exister et de pouvoir dérouler également leur agenda. Mais il se fait que, oui, déjà, c'est vrai qu'il y a un fonds public qui est alloué à chaque commune. Mais là également, en tant que journaliste, vous êtes au courant que pour justement la mise en œuvre des différents projets de développement, le gouvernement était obligé, n'est-ce pas, d'associer aux communes l'Agence nationale de développement, l'ANADEV. Et ça également, ça crée des grincements de dents un peu partout. Je crois que chaque commune voudrait avoir cette autonomie-là qui lui permettrait, n'est-ce pas, de disposer de ces fonds et de les utiliser à bon escient, quitte à les justifier après. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est une bonne chose parce que nous voulons le développement de nos communes, autant il faut contribuer justement à ce que cette vision-là soit actée, soit traduite dans les faits. Et ça part justement de la taxe d'habitation, par exemple. Mais nous, en tout cas, nous faisons partie des gens qui, lorsque
le gouvernement avait décidé tout récemment au Conseil des ministres, n'est-ce pas, de plafonner par exemple le seuil des habitats, des bails et loyers. Des bails et loyers dans le pays. C'est vrai qu'on s'en est réjoui énormément. En tout cas, on dit des beaux parce que c'est un bail. Ça a créé un peu de l'émulation dans la société parce que il faut le relever que ça fait partie des goulots d'étranglement de la société. Beaucoup en tout cas sous le poids justement de la misère. Alors, quand vous voulez louer aujourd'hui au pays, surtout à Lomé, si vous ne disposez pas d'un fonds qui pouvait couvrir peut-être la location sur un an, vous ne pouvez pas. D'autres, ils vont jusqu'à 1 an et demi, tout ça. Donc, quand le gouvernement a décidé de plafonner, n'est-ce pas, il y a eu du bruit. Ça a fait du bruit. Et finalement, les gens ont compris. Beaucoup se sont réjouis de la décision. Mais nous autres, nous avons voulu voir plus loin de cette décision en voyant venir un tout petit peu cette histoire de taxe d'habitation. Et voilà, nous y sommes. Ce n'est pas principe, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la question qu'on se pose, c'est que est-ce que le moment il est vraiment propice avec la crise sanitaire qu'il y a? Les activités sont au ralenti, on le sait tous. Et je sais également que cette taxe-là, ce n'est pas maintenant qu'on est en train de l'activer. C'était déjà fait. Je crois l'année dernière, Germain même en faisait cas tout à l'heure, qu'il a l'habitude de payer ça. Je crois qu'au niveau de l'administration de l'ETL, les fonctionnaires ou les agents de l'ETL le payent déjà, la payent déjà. C'est maintenant qu'on veut l'ouvrir à toute la masse. Mais la question reste toujours d'actualité. Est-ce que le moment est vraiment propice pour étendre le moment est vraiment propice? Est-ce que trop de taxes ne risquent pas de tuer la taxe? Mais avant que vous ne répondiez à cette question qui vous fait sourire d'ailleurs, Germain, je voudrais nous rassurer que cette taxe, dont l'objectif est tel que vous l'avez présenté, qu'il y ait une garantie effectivement pour que cette taxe-là atterrisse effectivement à la mairie ou aux mairies et qu'elle serve aux objectifs qui lui sont assignés. Non, je crois que l'OTR a déjà l'habitude d'alimenter les mairies. Il y a des mairies au Togo qui prennent jusqu'à 800-900 millions déjà au niveau de l'OTR par an. Donc aujourd'hui, l'OTR, dans cette même lancée, a organisé le dialogue interprofessionnel sur la fiscalité, donc les jeudis et vendredis derniers, qui a réuni toutes les communes du Togo avec des experts et puis pour réfléchir et voir comment arriver à mobiliser plus pour les maires, pour qu'ils puissent travailler. Ce qu'on n'a pas assez dit quand on a lancé la décentralisation, c'est qu'on a donné l'impression qu'il faut élire les maires, les conseils municipaux, et le pays va se développer. Alors, on a oublié de dire aux citoyens qu'ils doivent contribuer, maintenant beaucoup plus, pour que ces maires-là travaillent pour eux. Nous avons des maires à qui on demande de réparer des écoles, de réparer des routes, de mettre la lumière dans le quartier, de ramasser les ordures, de faire un certain nombre de choses. Mais ces élus-là ont besoin d'argent, de notre contribution. L'État leur donne de l'argent, mais cet argent est insuffisant pour faire le travail qui est le leur. Donc, les populations qui les ont élus doivent les aider à avoir les moyens. Donc, on verrait déjà qu'au niveau des marchés, déjà, il y avait plein de taxes. Il y aurait certaines dames qui payaient, ne s'en plaignent pas trop, mais d'autres qui ne payaient pas ont vu que les taxes s'étendent et donc les maires cherchent de l'argent. Il y a certains même ont infligé de nouvelles taxes. Vous allez dans certaines petites mairies ou même quand on venait acheter les moutons ou un certain nombre de choses, on imposait des taxes justement parce que ces élus-là ont besoin de moyens pour travailler. Alors aujourd'hui, on en arrive un peu à cette situation-là. Il faut que les populations comprennent que c'est elles qui vont contribuer. Et en même temps, je crois que le petit problème aujourd'hui, c'est que certains disent, bon, on va payer cette taxe-là, mais on ne voit rien. Donc il faut qu'au niveau des citoyens, on s'organise pour réclamer des comptes à ces élus-là. Justement. Nous avons payé la taxe d'habitation, nous avons payé les tickets au marché, il y a
Aujourd'hui, les affiches en ville, on vous facture par mètre carré ce que vous devez payer. Donc, il y a beaucoup de sous à mobiliser. Mais on peut demander à ces élus-là, qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les plans de développement communal, il y a les budgets qui sont élaborés, et puis les maires disent un peu plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Après ce qu'ils ont fait, on n'entend pas beaucoup parler de cela. Il faut que les populations s'organisent à travers des associations de pays et tout ça pour savoir ce qu'on fait de leur argent et pour mettre la pression pour qu'il y ait une meilleure gestion. Mais aujourd'hui, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut payer ou pas. Il faut payer d'abord pour aider les maires à travailler. Et après se rassurer. Après, se demander maintenant qu'est-ce que vous en avez fait. Mais si vous ne payez pas, ils n'auront pas les moyens de travailler, il n'y aura pas de bilan à présenter, il n'y aura rien à réclamer. Donc, nous pensons que c'est exactement ce qui se fait dans plusieurs pays dits développés, où il n'y a que des taxes. Quand vous allez en Occident, il n'y a que ça. Les citoyens ne font que payer, puis ils ont quand même une idée ce qu'on fait un peu avec leur argent, donc c'est à cela qu'on arrive. Maintenant, le fait de le mettre sur l'électricité, il y a plusieurs pays déjà qui l'appliquent, comme la Côte d'Ivoire qui le fait déjà, des pays comme le Rwanda. Donc c'est pour toucher. Maintenant, pour revenir à votre question, vous demandez là où il n'y a pas d'électricité. Voilà. Donc c'est que même quand il n'y a pas d'électricité, vous allez payer. Et comment? Ça va être difficile de percevoir ça comme ce l'était avant cette décision-là, parce que l'impôt existait, mais les gens ne payaient pas. Donc là où il n'y a pas d'électricité, ça va être difficile, mais si les gens ont la volonté, ont le civisme dans le cœur et veulent contribuer, ils iront payer. L'homme c'est l'homme, la nature humaine. Mais ce qui aussi va arriver, je crois quand même qu'on a la chance d'avoir un ambitieux programme d'électrification au Togo. Donc il y a l'énergie solaire qui arrive aujourd'hui dans tous les villages, et d'ici 2030, tout le Togo sera électrifié. Donc, même dans les champs. Voilà, donc ça dit d'ici 2030, on pourra percevoir totalement cette taxe-là, parce que tout le Togo sera électrifié, donc les gens devront forcément payer cette taxe. Très bien. Je vous épargne de la deuxième question parce que je semble avoir trouvé la réponse à cette question. Je demandais si trop de taxes ne tuaient pas les taxes. J'ai été clair de vos explications. D'abord que ce n'est pas une nouvelle taxe que l'État instaure, que c'est un réaménagement dans le versement de cette taxe, mais aussi une manière également de venir en aide aux mairies. Même la question qui me hante encore, c'est de savoir est-ce que les mairies doivent se développer rien que sur les taxes, Magla? A priori non. C'est vrai que les taxes font partie intégrante, n'est-ce pas, des moyens qui doivent permettre justement aux mairies de se développer, d'exister, de se développer. Mais je crois que ailleurs où la décentralisation est assez active, on mise également sur les partenariats, les jumelages avec d'autres communes où on peut bénéficier, n'est-ce pas, des appuis multiformes, techniques. Et je crois que déjà au Togo, il y a certains qui l'ont compris lorsqu'on suit un peu l'actualité de certains élus locaux. Je cite rapidement l'exemple de la commune de Wawa 1, je crois que de Wawa 1, qui est déjà en jumelage, semble-t-il, ou du moins qui est en train d'entrer en jumelage avec une autre commune de Belgique ou quelque chose. Je parle de Obekou, comment on l'appelle, Beau Soleil, qui se bat beaucoup pour oui, c'est lui, il faut l'avouer qu'il se bat en la matière. Aujourd'hui, au-delà, n'est-ce pas, des moyens locaux dont on doit disposer justement pour aller dans ce sens, il va falloir quand même que les élus locaux, les communes, les conseillers municipaux puissent orienter également leur vision, leur stratégie vers cette approche-là, parce que les moyens locaux seuls, je crois que ça ne peut pas suffire. Il faut absolument, n'est-ce pas, tendre vers là. Maintenant, pour un peu répondre également à la question précédente, c'est que oui, c'est vrai que Germain l'a dit, aujourd'hui le gouvernement a
est en train de dérouler une politique active en matière d'électrification. Mais pour le moment, il faut avouer que le taux de décès en électrification au pays est trop bas. Et en cela, ça n'arrange pas en réalité le gouvernement parce que il doit donc accélérer l'électrification. Il y a assez de ménages actuellement qui ne sont pas officiellement couverts en électricité. Vous allez voir qu'il y a des ménages qui ont, n'est-ce pas, qui sont alimentés par les groupes. Oui, par des groupes certes. Par les panneaux solaires privés. Par les panneaux solaires privés également, mais des toiles d'araignée. Beaucoup plus. Et ça, ce ne sont pas des moyens conventionnels en réalité. Et donc je crois que le travail, il est global. Et c'est bien de mettre sur les rails cette politique-là. Mais ça permettrait également, ou du moins ça va contraindre également le gouvernement à faire plus. Parce que plus on élargit la couverture électrique dans le pays, plus ça on a permet la possibilité de récupérer ces taxes. Alors une dernière question pour quitter ce sujet. Vous l'avez effleuré, cette taxe est-elle vraiment la bienvenue en ces moments de vie chère et de mort moins chère, cher maire? Bon, vous savez, la taxe déjà pour la payer, quel que soit le moment, elle n'est pas la bienvenue. Parce que le citoyen... Même dans la Bible. Voilà. Quel que soit le moment, elle n'est pas la bienvenue. Personne n'a envie de payer les taxes. Mais c'est vraiment une obligation quand on vit dans une cité, on profite de la cité, on fait ses activités dans la cité, il faut contribuer à régler les problèmes liés à cette cité-là. Donc il faut payer. Est-ce qu'elle vient au bon moment? Non. Mais est-ce qu'il y aura un bon moment pour qu'elle arrive? Non, également. Donc, les maires sont là, on attend beaucoup d'eux, alors qu'ils n'ont pas de moyens. Et donc, ce n'est pas un nouvel impôt, l'impôt existait. Il faut trouver un moyen. Maintenant, ce qu'on aurait souhaité, c'est normalement une taxe qui se paie en un trait, en début d'année. En Occident, généralement, c'est ce qui se fait. Mais ici, on aurait peut-être souhaité qu'on l'échelonne sur le 12 mois pour permettre aux citoyens de ne pas trop la sentir. Mais tout dépendra un peu de la décision que le ministre des Finances prendra pour rendre exécuteur cette taxe-là. Et je voudrais quand même revenir un peu sur la taxe en général. Vous savez, l'État aussi vit des taxes. Quand vous prenez le budget de l'État aujourd'hui, plus de la moitié du budget, par exemple, doit venir des impôts et des douanes. Donc, l'État, dans sa globalité, l'État n'est pas un commerçant en réalité. Il est beaucoup plus dans le social et il est obligé de prélever des taxes sur ceux qui s'enrichissent dans le pays. Il paie des impôts sur les bénéfices qu'ils réalisent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour les mairies, je reviens un peu sur le jumelage pour dire qu'il ne faut pas aussi trop s'attendre à des choses extraordinaires de la part des jumelages, parce que même en Occident, vous avez vu en France par exemple, Macron n'a pas beaucoup soutenu les maires. Et c'est tout dernièrement avec la crise des Gilets jaunes qu'il s'est un peu appuyé sur les maires, qu'il leur donne un peu plus de poids. Donc les maires n'ont pas les dotations de l'État comme il faut, et ces mairies-là ne peuvent plus aider. Nos mairies, tout ce qu'on pourra donner, c'est une ambulance qu'on a déjà utilisée dans un hôpital là-bas, des lits dont on s'est séparé, tout ça. Mais avant, les jumelages permettaient de venir réaliser des choses. Aujourd'hui, les mairies en Occident n'ont plus les moyens pour venir mettre de l'argent dans nos mairies. Donc il faut que les mairies africaines en général commence par compter sur elle-même. Tout la nécessité pour les citoyens déjà de participer. En Occident, c'est les citoyens qui participent. En plus de ce que l'État donne, ça fait que les maires s'en sortent. Ici, c'est ce que l'État donne seulement. D'accord. Il faut que les citoyens donc contribuent. Après, maintenant, il y a des mairies qui ont la chance sur leur territoire. Il y a des entreprises qui prospèrent et qui peuvent aussi les sponsoriser par endroits. On a vu certains maires, comme le maire du Golfe 3, qui se débrouille aussi. Le maire de Golfe 2, c'est Jean-Pierre Golfe 5, Golfe 4. Jean-Pierre Fabre, par exemple, c'est le maire le plus riche du Togo actuellement. Il a tout dans sa mairie. Plusieurs activités économiques. Donc, et moins de travaux à exécuter. Les rues sont bien. On ne dira pas qu'il a moins de travaux, il en a. Mais c'est qu'il a la chance de mobiliser beaucoup plus que les autres.
Mais après, il faut aller chercher l'argent. Alors, il y a des mairies qui font des prêts aussi. Pour exécuter certains travaux en espérant après avoir des entrées et payer. Donc, oui, une seconde, Eric. Oui, je suis totalement d'accord avec Germain qu'avec la crise sanitaire, c'est compliqué partout, hein, même en Occident, c'est un peu compliqué. Mais quand je parle de jumelage, pas forcément en termes d'argent. Vous savez, il y a des moyens logistiques, il y a même en appui conseil, on peut le faire. Il y a même des partenariats sud-sud. On sait que sur le continent, des pays qui sont vraiment en avance en matière de décentralisation. Il y a le Sénégal par exemple, il y a le Madagascar, pourquoi pas le Bénin à côté. On peut même tisser ces partenariats sud-sud là, ne serait-ce que des missions d'exploration en appui conseil, comment ça se fait chez vous, mais mettre à l'actif de nos communes, on va dire des personnes ressources pour appuyer nos agents en matière d'élaboration de projets, tout ça. Je crois qu'on peut également gagner de ce côté. Nous avons un modèle assez intéressant. Vous savez, la décentralisation ici est très appuyée par l'Allemagne. Donc, qui a aidé à l'élaboration du plan de développement communal, qui est un document qui apprend à tous les maires aujourd'hui à programmer le développement de leur commune, à faire un budget conséquent, à chercher les moyens pour financer tout ça. Et donc, il y a quand même le ministre délégué en charge du développement des territoires, qui est un ministre qui travaille sur le ministère de l'administration territoriale, qui aussi fait un travail assez important dans ce sens. Je n'exclus pas les jumelages, il y a même le maire du Golfe 3 qui a réussi un jumelage comme ça avec une commune du Maroc, qui envoie des consultants ici pour venir aider. Ils ont signé un protocole dans ce cadre-là. Mais ce à quoi j'appelle, et ce n'est pas au niveau de la commune, au niveau des pays en général, c'est que désormais il faut compter sur soi-même d'abord, que sur l'extérieur. Donc ces pays, généralement même quand on laisse les communes, aujourd'hui ces pays même qui nous aidaient ont des difficultés et n'arrivent pas à nous aider. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut compter sur soi. Et je pense que tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas des injonctions, mais c'est des pistes que nous traçons. Et je suis sûr que ces maires, beaucoup de ces maires ne dorment pas sur leur laurier. Ils pensent, ils réfléchissent, ils mettent sur pied des stratégies. Et nous ne pouvons que saluer toutes ces décisions. Même si, comme vous l'avez dit, les taxes, ça fait mal. Je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Nombreux, nous changeons là de sujet, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur le bilan des accidents de route et leurs conséquences meurtrières suite à la nouvelle mesure prise par les autorités rendant obligatoire le port de casque par les deux passagers à bord d'une moto à compter de demain, si le communiqué tient bien ses propos et est applicable dans l'immédiat, donc à partir de demain, 24 janvier 2022. Alors, nous allons suivre la revue pour voir ce que la presse en a dit et puis on revient pour nos analyses. Le port de casque obligatoire pour les passagers dès ce début d'année, lit-on dans Écho du pays. Le Messager et le Changement qui demande qu'un moratoire soit donné avant tout contrôle et verbalisation. C'est le bilan très lourd des accidents et des morts sur nos routes qui aurait poussé les autorités à revenir avec fermeté sur cette mesure, comme le souligne correspondant 3577 accidents, 334 morts au deuxième semestre 2021, précise le confrère. Idem dans Dunia Le Monde, selon qui c'est pour éviter l'hécatombe sur nos routes que le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports ont pris cette mesure. 7392 accidents en 2021 avec 680 morts. C'est le bilan annuel de ces accidents, comme le martèle la lanterne, soit une moyenne de 57 décès par mois selon Méga Info. Que les mesures prises pour éradiquer le mal ne soient plus planquées dans les tiroirs.
fait observer la lanterne. Comment peut-on expliquer d'abord la recrudescence des accidents alors que l'état de nos routes s'améliore de jour en jour? Il y a un paradoxe. Oui, il y a un paradoxe. On disait avant que les mauvaises routes créent des accidents. Aujourd'hui, ce sont les bonnes routes qui créent plus des accidents. Première raison, ce sont les excès de vitesse, parce que les routes sont bonnes maintenant. Les gens, ils avancent un peu comme ils veulent. Et les excès de vitesse aussi sont dus parfois à un état d'ébriété. Quand vous avez bu, vous ne faites pas très attention à la conduite et vous avez tendance aussi à exagérer. Après, il y a d'autres raisons qui sont à la base de ces accidents-là. Le non-respect du code de la route. Voilà, il y avait des gens qui violent allègrement les feux tricolores tout le temps. Il y a les surcharges, après aussi. Il y a plusieurs autres raisons donc, qui ont été énumérées. L'état des véhicules aussi, les contrôles, les visites techniques qui ne sont pas au point. Donc, parfois avec des freins défectueux, des pneus qui ne sont pas en bon état et tout cela. Donc, toutes ces causes-là font que véritablement il y a plus d'accidents. Et moi, j'ajouterais peut-être à ces causes officielles le fait qu'il y ait beaucoup plus de voitures et de motos en circulation. Quand vous constatez aujourd'hui, alors que les routes, malgré la crise, les gens achètent beaucoup de voitures. Rien qu'à voir le temps que prennent les séries. Les séries, l'espace entre les séries. On prend une série, c'est 1 an et demi. Hier, on était à série BH, aujourd'hui, on est déjà à BI qui tend vers la fin. Voilà, et vous verrez qu'en moins d'1 an, il y a déjà 10 000 voitures qui sont immatriculées. Et pour les motos, on n'en parle pas. Après, il y en a qui entrent sur ces routes-là sans connaître vraiment les règles du jeu, donc qui ne respectent pas le code. Et on parle aussi de permis pour les motos de plus en plus. Et puis voilà, toutes ces causes créent cette situation-là, assez triste avec des morts. Donc comme Méga Info le disait, c'est 54 morts pratiquement par mois. Et nous, lors du premier rapport qui a été fait, nous avons pu constater qu'il y avait une trentaine d'accidents chaque jour au Togo, avec pratiquement 2 morts, 1,8 morts donc, par jour. Et cette tendance n'a pas changé jusqu'à la fin de l'année, donc avec le deuxième rapport semestriel. Il faut féliciter déjà le ministre des Transports, le ministre de la Sécurité pour ce travail assez scientifique qui est fait pour alerter l'opinion et après pour prendre aussi des mesures. Et aujourd'hui, l'une des mesures phares aujourd'hui, c'est le port de casque. Parce que pour le passager, on n'a jamais compris pourquoi pendant longtemps, quand on voyait le conducteur avec le casque, et derrière il n'y a pas le casque, on laisse passer, c'est comme s'il s'agissait de protéger uniquement le conducteur. Et les données donc, de ces décès-là ont montré que la plupart des cas de décès dans les accidents par moto, c'est souvent les passagers, parce que les passagers n'avaient pas la tête protégée. Magoula? Non, je crois que dans l'ensemble, on va dire c'est une bonne mesure parce qu'elle vise à protéger la vie humaine. Et là, je crois que ça va de soi, quoi. Comme on le dit, rien ne vaut une vie, mais ou une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Absolument. Donc, quand vous prenez les statistiques, elles sont un peu alarmantes. Et si tant est que cette mesure participera tant soit peu, n'est-ce pas, à limiter la casse, pourquoi pas. Maintenant, la question qu'il faille se poser aujourd'hui est de savoir comment est-ce qu'on pourra mettre en œuvre cette décision. Parce que on dit demain lundi. Est-ce que les gens sont déjà prêts? Voilà, je crois que c'est la grande question. Mais une chose est que c'est déjà bien qu'on acte cela. Maintenant, l'autre chose est de savoir comment s'y prendre justement pour donner force à cette décision. Et je crois qu'aujourd'hui, je présume que si le ministère est arrivé à prendre cette décision, parce que justement en amont, il y a eu un travail préalable qui a été fait sur le sujet
avec des propositions. Mais qu'à cela ne tienne, n'étant pas ou ne faisant pas justement dans le charlatanisme, nous autres, après observation et tout, on peut proposer. Et nous, personnellement, nous estimons que oui, pour que cette mesure-là puisse prendre corps véritablement, il semble qu'on doit penser beaucoup plus à une bonne collaboration d'abord entre l'État togolais ou le gouvernement avec les structures, les opérateurs économiques qui importent justement ces motos. Vous savez que généralement quand vous achetez une moto aujourd'hui, vous avez droit à un seul casque, alors que la donne a changé. Maintenant, quand la donne change, où on exige le port de casque par les deux passagers. Mon technicien demandait tout à l'heure le deuxième casque qui va l'acheter, est-ce le conducteur ou le passager? Et donc je crois que si aujourd'hui on discute, l'État togolais ou le gouvernement discute avec ces opérateurs économiques là pour dire tiens, vous vendez une moto à quelqu'un, à part le casque que vous lui offrez, l'acheteur a droit également à un deuxième. Je crois que si on arrive à convaincre les opérateurs économiques sur cette approche-là, ça va être un grand début de solution. Maintenant, le reste, il faut appuyer cela par une bonne dose de sensibilisation. Moi, je me rappelle, lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, d'imposer le port des casques d'abord aux conducteurs de moto, ce n'était pas comme cela évident. Mais quand le ministère s'y est pris avec une bonne méthode de pédagogie, une pédagogie assez active, je crois que ça n'a pas pris du temps avant que la population s'approprie cela. Justement, donc je pense que c'est une bonne chose, mais au-delà de l'approche management dont je parlais tout à l'heure, il faut également prendre le temps de communiquer, de faire de la pédagogie. Et lorsque la population comprend que c'est dans l'intérêt c'est dans son propre intérêt, je crois que ça va aller de soi. Et je n'hésite pas un seul instant que la pédagogie soit de mise. Nous connaissons bien le ministre de la Sécurité. Il annonce avec fermeté, mais au même moment, il a derrière la tête une bonne manière d'amener les gens. Vous l'avez dit, pour le port de casque des conducteurs, ça n'a pas été tout à fait facile, mais il est parvenu avec la manière à finalement inscrire cela comme un réflexe dans la tête des conducteurs. Et je crois que ça va être la même procédure. Mais demain, on dit, je l'écoutais tout à l'heure dans le journal de la télévision togolaise, que demain, toutes les têtes devraient être. Comment voyez-vous le spectacle sur les routes demain déjà en vue? Oui, non, je pense que c'est une bonne décision. Vous savez, quand le port de casque a été lancé, c'était pas uniquement pour le conducteur. C'était pour les deux. Donc, il y avait pas... Et je voyais certains se balader avec leur casque. Il n'y avait pas suffisamment de casques pour les conducteurs. Donc, le ministre a fait de la sensibilisation. Et vous avez dit, de discuter avec les opérateurs économiques qui importent les motos. L'État travaille avec eux pour qu'il y ait beaucoup de casques. Ceux qui vendent des casques, ceux qui importent les motos, vendaient les motos avec des casques. Donc, à partir du moment où on estimait qu'il y a eu un temps assez large qui a été donné pour chaque conducteur d'avoir un casque, on a commencé par réprimer. Mais le port de casque des passagers est un peu plus compliqué. Vous savez, cette décision ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, il y avait eu cette décision. Mais vous verrez que les passagers ne veulent pas porter le casque que leur offre le conducteur. Parce qu'ils estiment qu'il y a plusieurs têtes. Peut-être qu'ils sont passés par là et il peut y avoir des intentions. Et d'autres passagers, malheureusement, il faut le dire, les femmes qui se croient bien coiffées, aussi n'aiment pas détruire leur coiffure en portant donc ce casque. Ce qui a fait que même les conducteurs traînaient avec le casque sur le deuxième casque, mais les clients ne portaient pas. Donc, à un moment, on a été surpris de constater que finalement, la police, quand on voit le conducteur qui porte le casque, on le laisse passer. C'est quand on voit deux personnes sur moto sans casque, on les arrête. Mais quand on voit le conducteur, bon, moi j'ai été choqué plus d'une fois et dit, mais en réalité, c'est pas le conducteur seul qui doit être protégé. Qu'on veut protéger, c'est tout le monde. Et vous avez vu que dans plusieurs cas d'accident, c'est
le client ou celui qui est derrière qui prend un choc. Parce que quand vous tombez, vous ne savez jamais dans quel sens vous tombez. Et la tête souvent cogne le goudron ou le bord du goudron et tout ça. Et donc c'est ça qui a causé. Aujourd'hui, je pense que ceux qui prennent la moto doivent s'acheter les casques eux-mêmes. C'est pour leur propre sécurité. Parce que les statistiques montrent que le conducteur est protégé. Il arrive que les conducteurs meurent, mais c'est très rare. Et c'est souvent les passagers qui meurent parce qu'ils n'ont pas la... Il s'agit de protéger sa propre vie. Aujourd'hui, il faut que chacun qui sait qu'il prend la moto de temps en temps achète un casque. Maintenant, peut-être il faut donner un temps pour que les casques soient disponibles. Parce que je pense que même si les conducteurs ont les casques, à la longue, ces casques-là ne seront pas bien entretenus parce que plusieurs têtes sont rentrées dedans. Et certains passagers ne voudraient pas porter le même casque. Donc, il vaut mieux avoir son casque en sortant de chez soi. On le porte, on va au boulot, on le garde. Quand on repart, on l'a. C'est encombrant, c'est vrai. Mais c'est la vie. Et puis, il y a l'idée du permis aussi pour les motocyclistes, qui est une bonne idée. Qui doit être réactivé. Plusieurs conducteurs de taxi-moto, les gens arrivent du village. Ils débarquent. On lui indique juste comment démarrer la moto. Et puis, on lui dit, tu roules à ta droite. Et puis c'est fini, il est devenu conducteur de taxi avec tout ce qu'on connaît. Donc il faut que la prudence, le professionnalisme aussi entre. Mais je pense qu'il faut commencer par appliquer ça. C'est vrai qu'il n'y aura pas une grande rigueur parce qu'il faut donner le temps de s'adapter, mais il vaut mieux commencer. Donc là, vous dites quelque chose encore dans 2 secondes pour finir avec ce sujet, comme vous nous pressez déjà. C'est le temps que nous presse. Oui, en fait, je crois que la meilleure approche également parce qu'il y a des raisons sanitaires que les gens évoquent et ça on ne peut pas leur en vouloir s'ils refusent justement d'enfiler les casques que traînent les conducteurs de moto. Maintenant, je crois que pour encourager les gens ou motiver les gens à s'acheter eux-mêmes leurs casques, je crois que aucun sacrifice ne sera trop grand pour l'État. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour développer le pays, mais on peut dans une période donnée détaxer un peu l'importation des casques et permettre justement à ces opérateurs-là de les vendre sur le marché à un prix raisonnable. Et ça permettra aux gens justement de s'approprier cette réforme-là et s'acheter leur casque dans un moindre délai pour éviter que le pire advienne. C'est encore des pistes que nous sommes en train de tracer aux autorités. À plusieurs, on est intelligent. Germain le disait tout à l'heure. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a le respect du code de la route dans son ensemble qu'il faut vraiment regarder. Et il a parlé de l'alcool. Entre-temps, on avait instauré l'alcotest. On ne sait plus ce que c'est devenu. En même temps, là aussi, c'est notre problème parce que l'alcotest, généralement, le réserve à ceux qui sont dans les voitures. Il faut aussi tester ceux qui sont sur les motos. Si on le réserve uniquement à ceux qui sont dans les voitures, ça pose problème. On fait fausse route. Et il faut aussi rappeler la nécessité du port de ceinture de sécurité. Vraiment, c'est un jour que j'ai réussi à vraiment comprendre l'importance du port de la ceinture de sécurité. Depuis, je pense quand je vois quelqu'un qui est dans la cabine surtout, sans avoir porté sa ceinture, ça me rappelle un mauvais souvenir. Chasser le naturel, il revient au galop, a dit Philippe Mercolt d'Estouche. Alors qu'on le croyait parti à jamais, le phénomène de braquage a refait surface cette semaine. Un client de l'Union togolaise de banque, ITB, en a été victime. La nouvelle a été partagée par certains journaux dont voici les commentaires. 50 millions de francs CFA emportés dans un braquage spectaculaire, nous informe Togo Matin, qui précise que le fait a eu lieu mardi au niveau de l'UTB circulaire de Lomé. Des braqueurs emportent encore des millions de francs CFA à un client de l'UTB, confirme Dunia Le Monde. Selon Wara les vainqueurs,
C'est leur manière à eux de souhaiter une bonne et heureuse année au ministre Yark de la Sécurité. Il l'aurait déjà compris. Et l'on apprenait vendredi qu'un des braqueurs a été identifié et abattu par les forces de sécurité à Hidjiranawe. Nous revoici pour l'homélie. Je commence cette fois-ci par le jeune. Comment, Magloire, comprenez-vous que 2 ou 3 personnes puissent tenir à tout un monde, tenir respect à tout un monde, car ça se passe souvent en plein jour et en pleine ville, et pas à n'importe quelle heure ou endroit, devant un endroit censé être bien animé, comme le carrefour de l'UTB circulaire. Alors, comment peut-on comprendre cela? Et en plus, c'est des endroits censés être aussi bien sécurisés. Ça, c'est ça dépasse l'entendement. À cette question, on va aller rapidement parce que là, l'énigme reste entière. À ce jour, personne ne comprend. Et je présume même le ministre en charge de la sécurité ne comprend pas. Voilà. Oh, oui, parce que, comme vous l'avez dit, même à des lieux censés être assez stratégiques et bien surveillés, bien protégés, ces gens-là arrivent facilement quand même à opérer. Et d'où justement cette hypothèse-là d'une éventualité, n'est-ce pas, de complicité, que ce soit au sein des institutions bancaires ou même au niveau, peut-être, on ne le sait jamais, des agents de sécurité en faction. Vous savez, tout est question d'hypothèse et tout. Alors, nous pensons que si le gouvernement estime aujourd'hui que pour pouvoir parvenir à mettre un terme à ce phénomène ou alors à le réduire tant soit peu, il va falloir donc que les gens qui sont censés faire une opération bancaire jusqu'à un seuil donné puissent solliciter, n'est-ce pas, l'accompagnement des services publics. Nous pensons que c'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Mais encore qu'il faut se poser des questions. Voilà, si. Parce que généralement on le dit, l'argent d'abord n'aime pas le bruit. Est-ce qu'à chaque fois, si vous voulez faire des opérations, que les gens sachent que vous voulez faire des opérations, encore que justement on ne sait pas par d'où viennent justement les fuites qui permettent aux gens d'être tracés et traqués à la fin. Et je n'accuse personne, mais c'est des idées. Même les agents, que ce soit vous débarquez de l'agent de gendarmerie ou de police, même les agents qui sont là-bas, ce ne sont pas, en tout cas, c'est des humains après tout. Et donc, pour certains, comme nous autres, nous pensons qu'au lieu, peut-être, que cette décision soit imposée de fait aux gens, qu'on dise plutôt que celui qui veut, qui juge en tout cas, ça ne devrait pas être une question de montant. Même si c'est une opération de 500 000 que vous voulez faire et que vous estimez que ce montant-là vous est important, vous devez, ou du moins, vous avez la latitude de solliciter les services publics. Mais quitte à vous, si vous jugez que vous pouvez le faire sans assistance, vous le faites à vos risques et périls. Je crois que si on tient peut-être ce discours, ça amènerait plutôt les gens à adhérer beaucoup plus. C'est vrai que l'idée première du gouvernement, c'est de protéger au mieux, n'est-ce pas, ces fonds-là que les gens récupèrent au niveau des banques. Mais l'imposer, bon, je crois que c'est là peut-être où ça risque. On verra comment ça va se passer. Germain, des gens ont-ils des détecteurs automatiques d'argent sur eux, et surtout les armes qu'ils utilisent, ce ne sont pas des armes de moindre envergure. D'où tirent-ils leur stratégie et leurs moyens? Tout à fait, il y a eu des braquages spectaculaires, même au grand marché, où des boutiques ont été attaquées. Il y a quelques mois, un réseau a été démantelé entre le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et on avait présenté ceux qui avaient fait un braquage au grand marché avec des armes de guerre en leur possession. On se demande où ils ont trouvé ces armes-là. À l'époque, on avait même pensé que c'était des gens proches de l'armée qui avaient opéré ce coup. Mais quand ces armes ont été découvertes, on s'est rendu compte que certains civils disposaient des armes aussi lourdes que celles de l'armée. On sait que depuis l'effondrement de l'État libyen, il
il y a plein d'armes qui circulent, qui circulent surtout en Afrique subsaharienne et dans nos pays qui alimentent non seulement le djihadisme, mais aussi le grand banditisme et les braqueurs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui détectent la monnaie? Magloire l'a dit, on peut peut-être accuser ou soupçonner certaines personnes proches des institutions financières des banques d'informer, mais en même temps aussi on peut soupçonner des proches des victimes. C'est quand vous allez déposer l'argent, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui sait que vous allez déposer ou vous allez récupérer. Donc on n'apprend pas son boulot à la police, mais je pense qu'autour de ces deux pôles-là, les victimes et les banquiers, on peut pouvoir, si les enquêtes sont bien faites, peut-être on peut pouvoir découvrir des choses, mais comme on l'a dit, je le disais, ça prend du temps, c'est pas en une semaine ou deux mois qu'on décide, c'est tout un plan. Ça prend du temps, on espère qu'on va pouvoir arrêter ces gens-là, mais pour revenir à la mesure, je pense qu'il faut l'imposer. L'escortage des fonds, c'est pas nouveau. Ça se fait déjà avec des institutions qui ont beaucoup d'argent et qui veulent aller déposer, donc qui se font accompagner. Aujourd'hui, le gouvernement décide qu'à partir de 20 millions, ça va être obligatoire. C'est vrai que pour certains, il faut aller un peu plus bas, mais en même temps, c'est bien de commencer quelque part. Maintenant, si, comme le Magloire le disait, déjà 500 000, là, 500 000, on va avoir trop de sollicitations, parce que je ne pense pas qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir mettre derrière chaque 500 000 aujourd'hui. Même le jeune qui a sa boutique dans le quartier peut faire les 500 000 et ça va être un peu trop. Maintenant, pour les 20 millions, il faut forcément imposer, et ça permet aussi de voir qui a de l'argent et où chacun trouve ce Parce que très souvent, c'est entre 30 millions, 50 millions et au-delà que ça se passe. Il faut vraiment accompagner, c'est une bonne mesure. Maintenant, est-ce que c'est gratuit? Ou est-ce que les gens vont payer pour être escortés? Tout ça est... D'accord, on le verra. Et le hic également, c'est que ces braquages, on n'a jamais braqué quelqu'un qui va pour déposer. C'est toujours quand on retire et on repart qu'il y a braquage. Comment on ne peut pas savoir en déposant qu'il y a quelque chose? C'est toujours au retrait, c'est là où on peut... Celui qui avait été tué devant la cour. Il allait pour déposer. Je pense qu'il allait pour déposer. D'accord. Je pense qu'il allait. Non, il avait retiré d'une banque et allait déposer. Justement. C'est vrai. Non, il avait retiré d'une banque. Il est aujourd'hui absolument urgent, n'est-ce pas, de commencer par retracer les pistes. D'où viennent justement les fuites. Parce que c'est vrai, on constate, mais on ne peut pas s'en tenir justement au fait, au constat. Il faut aller plus loin. Et je crois que j'ai assez bien tracer le processus, autant au niveau des institutions bancaires qu'autant dans le cercle même des victimes et tout. Et on doit laisser. On doit fouiller. On doit absolument fouiller. Alors, on va peut-être finir avec ceci là. Le cadre permanent de concertation des acteurs politiques a ouvert ses travaux, images, en fin de cette semaine. Ce cadre, en fin de cette semaine, vous l'avez suivi. Germain, on est parti, ce cadre a été, l'une des décisions du Conseil national des partis politiques qui a eu lieu en 6 mois, entre janvier et février, et juillet 2021. Alors, ce cadre est l'une des recommandations, comme je le disais. Qu'attendez-vous de ces travaux? Non, c'est un cadre qui vient à point nommé qu'on apprécie. Je fais partie de ceux qui ont déploré la disparition du CPDC qui avait été rénové avant de disparaître totalement. C'est pas nouveau. L'APG, donc déjà en 2006, avait prévu qu'il y ait un cadre permanent de concertation et de dialogue qui n'a pas survécu parce que certains acteurs ne voulaient pas qu'on associe d'autres. Maintenant, il y a eu cette concertation nationale des acteurs politiques qui aussi a proposé de revenir sur ce cadre et il y a le gouvernement qui a décidé de sa création. Le cadre s'est réuni donc le vendredi dernier, histoire de mettre
membres de ce cadre-là au même niveau d'information pour savoir quelle est la mission de ce cadre-là, comment il est composé, quels sont les sujets qui sont débattus, comment il fonctionne. C'est plutôt une bonne chose, même si on peut regretter qu'il y a eu 2 ou 3 boycotts donc, qui n'ont pas répondu, mais je pense qu'ils vont finir par rejoindre le train en marche, parce que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir une gouvernance concertée, à partir du moment ceux qui inclusive, ne se disent pas bon, nous avons le pouvoir, on le gère seul, mais veulent associer les autres, donc il faut que les autres aussi profitent. Justement, très bien, c'est sur ça que je voudrais chuter vers Magloire. Ce cadre, je le disais, est l'une des recommandations du Conseil national des acteurs politiques que certains partis politiques avaient boudé, même jusqu'à la veille de la conclusion. Alors, participeront-ils ou ne participeront-ils pas à ces travaux? Vous ne savez pas. Je ne sais pas vraiment. Mais ce que je sais, c'est que oui, il y a des gens, en tout cas des partis politiques, qui déjà, au temps de la CENAP, avaient déjà décliné. Ils n'avaient pas décliné parce qu'il faut décliner, mais ils avaient motivé leur déclinaison par un certain nombre de raisons. Un certain nombre de raisons, dont justement la nécessité de régler d'abord le contentieux électoral né de la présidentielle de février 2020. C'est vrai que du côté du pouvoir, on estime qu'il n'y a pas de contentieux électoral au Togo, que c'est déjà vidé. Mais personnellement, j'estime que dans un pays, il faut absolument que tous les fils et filles du pays se retrouvent toujours et toujours pour discuter de l'avenir du pays. Moi, je suis fondamentalement d'accord avec cette option-là. Maintenant, mon seul problème, c'est que comment faire pour que, à la fin, que certains ne viennent pas remettre en cause tout ce qui a été fait au cours des travaux. La preuve, c'est que Jean-Pierre Faye, son parti, l'ANC par exemple, qui était partie prenante des travaux de la CENAP, ont, à la veille, n'est-ce pas, de la conclusion des travaux, ont décliné ou du moins boycotté la rencontre, suspendu leur participation. Moi, c'est ce qui me chagrine. Ça voudrait dire que quelque part, ils n'avaient pas trouvé satisfaction en certaines de leurs préoccupations. Voilà, de leur questionnement et tout. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'à la fin, chacun puisse avoir une raison pour motiver vraiment sa présence à ces travaux-là. Merci. Malheureusement, le temps que nous a imparti est largement dépassé. Nous n'allons pas abuser de la générosité, de la gentillesse du technicien. Alors, le désamour continue, ça c'est juste pour votre information, entre la CEDEAO et la junte militaire au pouvoir au Mali. Et cette semaine, c'est la France qui est rentrée dans le collimateur. On dirait que l'actualité devient de plus en plus salée au pays de Assimi Goïta. Et puis, on nous annonce également les journaux. Paris vendredi nous annonce le décès de l'ancien président du même pays, Ibrahim Boubacar Keïta, à qui nous souhaitons un bon repos. Alors, c'est donc sur cette annonce, malheureusement, Germain et Magloire, nous n'allons pas pouvoir en parler. On va se donner rendez-vous une prochaine fois. C'est donc fini pour la messe de ce dimanche 23 janvier 2022. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Germain Pouli. Merci Magloire Tekou. Bon retour dans vos rédactions respectives. Bonne fin et bon début de semaine. La vie est un arbre dont les fruits sont souvent amers. La vie est un arbre dont les fruits sont souvent amers. C'est un proverbe persan. Bonne méditation et à dimanche prochain. Portez-vous bien.